Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à deux mots qu'on entend souvent, rite et rituel. Surtout quand on parle de franc-maçonnerie d'ailleurs. Mais bon, c'est pas toujours très clair ce que ça recouvre exactement. L'idée, c'est vraiment de clarifier un peu ça, de façon simple et informative, loin des clichés, quoi. Alors, on regarde ça de plus près. Oui, tout à fait. Et c'est important de dire d'emblée que les rites et les rituels, ce n'est pas du tout une exclusivité maçonnique, hein. On en trouve partout, dans toutes les sociétés humaines. C'est une constante, en fait. Ça sert à marquer des étapes, à affirmer des valeurs communes. C'est vraiment fondamental. D'accord. Alors justement, pour qu'on parte sur des bonnes bases, c'est quoi la différence précise entre un rite et un rituel? On a tendance à les utiliser un peu l'un pour l'autre. Oui, on les confond souvent. Alors, le rite, ça vient du latin ritus, qui veut dire ordre fixé. Le rite, c'est le cadre, l'ensemble cohérent des règles, de l'esprit qui va guider une cérémonie. C'est la structure de fond, si on veut. L'héritage, l'ordre des choses, un peu comme une partition de musique. Ah, la partition, oui, c'est parlant comme image. Donc ça, c'est le rite, la structure, la théorie en quelque sorte. Et le rituel, du coup, c'est quoi? C'est quand on joue la partition. C'est exactement ça. Le rituel, c'est la mise en action. C'est la manière codifiée, pratique de vivre ce rite. Ce sont les gestes précis, les paroles qu'on prononce, les déplacements. C'est vraiment la procédure suivie. Le rituel, c'est le rite qui prend corps, qui est vécu. Et c'est souvent sa répétition qui lui donne sa force, sa portée symbolique. Franc-maçonnerie. Pourquoi est-ce que c'est si important, ces rites et rituels, dans ce contexte-là? Eh bien, dans le cadre maçonnique, cette structure rite et rituel a plusieurs fonctions essentielles. D'abord, ça permet d'uniformiser, d'harmoniser les pratiques au sein des différentes loges. Les loges, ce sont les groupes de base, hein. Et puis, ça structure aussi tout le parcours maçonnique. L'initiation, le passage aux différents degrés, c'est un cadre structurant. Une sorte de langage commun alors, pour que tout le monde se comprenne et avance ensemble. Tout à fait, c'est un langage. Mais attention, pas seulement un langage de mots. C'est surtout un langage symbolique. Ça passe par des gestes, des signes, des mots particuliers, même la façon de se déplacer dans le lieu de réunion. Tout ça, ça vise à transmettre des idées, des valeurs, la fraternité, la recherche de vérité, la tolérance, mais d'une manière qui touche plus que juste l'intellect. Intéressant. C'est une transmission plus globale qui engage la personne entièrement. Mais alors, si c'est un langage commun, pourquoi est-ce qu'on entend parler de différents rites en maçonnerie? Ça peut sembler un peu contradictoire, non? C'est une très bonne remarque. Ça touche à l'histoire, en fait. Très tôt, dès le XVIIIe siècle, différentes sensibilités sont apparues. Des approches philosophiques ou spirituelles un peu différentes qui ont mené à l'élaboration de plusieurs rites distincts. Une loge, en général, elle pratique un seul rite. Mais une obédience, c'est une fédération de loges, peut très bien en accueillir plusieurs. Cette diversité, ça montre qu'il y a plusieurs chemins possibles, plusieurs manières d'aborder les mêmes idéaux fondamentaux. D'accord, donc plusieurs systèmes, si on veut, pour tendre vers un but commun. Pour que ce soit plus concret, on pourrait peut-être prendre un exemple, justement une obédience où cette diversité existe. Oui, bonne idée. On peut prendre l'exemple du Grand Orient de Suisse. C'est une obédience qui est multirite, comme on dit. Plusieurs rites y sont pratiqués. Ça illustre bien cette coexistence. On y trouve par exemple le rite ruchon. Il est assez spécifique à la région de Genève. Il est un peu syncrétique, c'est-à-dire qu'il mélange différentes influences, avec une insistance sur la liberté de conscience, une approche assez gnostique, disons, pour les 3 premiers degrés. Ensuite, il y a le rite français, c'est un des plus anciens, il vient des pratiques anglaises du XVIIIe. Il met l'accent sur la simplicité, sur l'humanisme des Lumières, l'aspect laïque. Souvent, le serment se prête sur les constitutions, pas sur un livre sacré. Il a 3 degrés, et puis 5 ordres de sagesse. On trouve aussi le rite écossais rectifié. Lui, il date de la fin du XVIIIe aussi. Il a une origine historiquement chrétienne, spirituelle, mais sans imposer de dogme. Il est d'ailleurs présent en Suisse depuis longtemps, depuis 1768 même. Il y a également le rite de Schröder, créé par un Allemand, Schröder, qui voulait revenir à une forme plus simple, plus épurée. 3 degrés seulement. Et il rejette les hauts grades complexes et les dogmatismes religieux. Il est assez répandu dans les pays germanophones. Et enfin, le rite écossais ancien et accepté. Celui-là, c'est sans doute le plus connu mondialement. Il est structuré en 33 degrés. Il est très riche en symboles, faisant référence à l'alchimie, la kabbale, la gnose. Il distingue aussi les lumières de la loge, incluant parfois la Bible parmi elles. Son approche est très universaliste. Ah oui, quand même. 5 approches assez différentes qui cohabitent, des plus épurées aux plus foisonnantes symboliquement.
Finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Je crois que ça montre bien que derrière une structure comme la franc-maçonnerie, il y a une vraie diversité de chemins. Ces chemins, ce sont les rites, qui offrent des cadres structurés. Et ils sont vécus à travers des pratiques codifiées, les rituels. Et même si ces voies sont différentes, elles semblent toutes chercher à aider à la progression personnelle et à favoriser une compréhension mutuelle. Une sorte de diversité dans la quête d'unité ou d'idéaux partagés. Oui, on pourrait dire ça comme ça. Et ça ouvre peut-être une réflexion un peu plus large, pour finir. Au fond, peu importe le contexte, est-ce que le fait d'adopter une structure, une répétition, un rituel, ça ne nous aide pas, collectivement ou individuellement, à saisir des idées complexes, à renforcer des valeurs, à construire du sens, tout simplement? Surtout dans un monde qui bouge tout le temps. La forme, la structure, ça a peut-être une importance qu'on sous-estime parfois dans notre recherche de signification. C'est une question qui reste ouverte.